Merci à vous d'être avec nous ce soir et de participer à cette conférence, dans le cadre de laquelle on abordera les impayés, leur prévention et leur résolution. On va plus particulièrement aborder le choix du candidat locataire, la vérification des pièces justificatives, la souscription des garanties à prendre le cas échéant, et ces mesures-là sont destinées à prévenir les impayés en amont de la signature et de la rédaction de la signature, en tout cas du contrat de bail. On abordera par la suite la question des éventuelles procédures judiciaires à mettre en œuvre à défaut de parvenir à un règlement, d'obtenir un règlement de son locataire, et plus particulièrement aux délais et aux modalités de ces procédures-là. Nous aborderons du coup ces points-là en deux étapes, et je commencerai par vous parler du choix du candidat locataire, puisque la première étape dans le cadre de la mise en location d'un bien immobilier, c'est de rechercher un locataire, et cette étape passe généralement par la mise en ligne d'une annonce de location, par exemple sur les sites Se Loger ou Le Bon Coin, ou sur le site de l'association. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le contenu de l'annonce est réglementé et qu'elle doit contenir certaines informations. Plus particulièrement, votre annonce devra préciser de manière assez générale, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait que le logement soit meublé ou non, le montant bien entendu du loyer mensuel et des charges locatives, le montant du dépôt de garantie, le montant des dépenses théoriques de chauffage, le cas échéant le montant des honoraires de l'agent immobilier si vous passez par une agence immobilière, la surface du logement en mètres carrés, mais également deux points importants, à savoir le classement du logement en matière de performance énergétique et le classement du logement en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et sur ces deux derniers points, il est extrêmement important de bien veiller à mettre dans vos annonces de location le classement du bien, puisque l'article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que le manquement à cette obligation de mention peut être passible d'une amende qui ne peut pas excéder plus de 3 000 €, donc d'une amende de maximum 3 000 €. Pour renseigner le classement du bien immobilier en matière de performance énergétique, généralement, on se réfère à un diagnostic de performance énergétique. Ce diagnostic devra être justifié au locataire et annexé au contrat de bail. Et nous rentrerons plus tard un peu plus en détail sur ce diagnostic de performance énergétique et les annexes au contrat de bail. Dans un second temps, une fois qu'on a procédé à cette mise en location du bien immobilier, il convient de choisir au mieux son locataire et d'identifier ainsi les pièces qui sont importantes de son dossier afin de vérifier notamment sa solvabilité. Là encore, la loi réglemente la question, puisque vous ne pouvez pas réclamer il y a une liste de pièces que vous pourrez réclamer au locataire, et vous ne pouvez pas réclamer d'autres pièces que cette liste sous peine de vous voir, le cas échéant, condamné à une amende de 3 000 € pour les personnes physiques, de maximum 3 000 € et de maximum 15 000 € pour les personnes morales. Cette liste-là, elle est prévue par le décret du 5 novembre 2015. Elle prévoit 4 types de pièces, à savoir des pièces tendant à justifier l'identité du locataire, des pièces tendant à justifier de son domicile, des pièces relatives à son activité professionnelle, à savoir notamment tout ce qui est contrat de travail, extrait de cabis, fiche d'immatriculation pour les entreprises, ou encore une copie de la carte professionnelle pour les professions libérales. Vous pouvez également demander des pièces relatives aux ressources du locataire. Généralement, ce sont les 3 derniers bulletins de salaire que l'on réclame. On peut également demander les derniers bilans, notamment aux indemnités retraite, pensions, prestations sociales, etc. Donc vous l'aurez compris, il y a 4 types de pièces qu'on peut réclamer au locataire, relatives à son identité, à son domicile, à son activité professionnelle et à ses ressources. En revanche, on ne peut pas réclamer d'autres pièces que celles listées par le décret, et plus particulièrement, on ne peut pas demander à son locataire de justifier, par exemple, un relevé de compte bancaire ou une attestation d'absence de crédit, ou encore une copie de sa carte vitale. Afin de vérifier la solvabilité du locataire, les pièces les plus importantes à vérifier, ce sont celles relatives aux ressources, et plus particulièrement, si tel est le cas, au bulletin de salaire, puisqu'il convient généralement de vérifier qu'il dispose d'au moins, qu'il perçoit mensuellement au moins 3 fois le montant du loyer, et ce afin de s'assurer qu'il sera en mesure, à terme et sur le long terme, de régler à échéance ses loyers et ses charges. De manière plus générale, il pourrait vous être recommandé de vérifier la cohérence de votre locataire vis-à-vis du bien immobilier. Je pense notamment à un étudiant si on souhaite louer un studio proche d'une faculté, ou bien à un couple avec ou sans enfants pour des appartements un petit peu plus grands.
Dans le cadre de la mise en location et de ces démarches préalables, il est également possible de solliciter un cautionnement, c'est-à-dire un acte par lequel une personne va s'engager à l'égard du bailleur à payer la dette du locataire en cas de défaillance de ces derniers. Mais sur la question du cautionnement et des garanties annexes que l'on peut souscrire, on l'abordera par la suite et c'est Maître Lacal qui se chargera de vous en parler. D'ailleurs, je lui laisse la parole pour aborder les modalités de mise en location du bien immobilier. Bonjour à tous, Adam Lacal, avocat. L'étape suivante après le choix du locataire, c'est bien évidemment la rédaction du contrat de bail et sa signature. Alors pour ce qui est de la rédaction du contrat de bail, je vous rappelle, et je vous l'indique pour ceux qui ne le savent pas, que la rédaction du contrat de bail doit nécessairement être faite par écrit. Alors pour les baux d'habitation, il y a un certain nombre de clauses qui sont obligatoires et qui sont imposées par la loi. Je vais vous en citer quelques-unes et les clauses essentielles. Alors notamment doivent être précisés dans les baux d'habitation le nom et la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social. Ensuite, deuxième mention qui doit apparaître au bail obligatoirement, c'est la date de prise d'effet du bail et sa durée. Alors, la date de prise d'effet du bail, c'est une mention qui est très importante puisqu'elle va permettre en suivant, et j'y reviendrai dans la suite de mon propos, cette mention vous permettra de savoir quand vous pourrez donner congé à votre locataire. Pour ce qui est de la durée du bail, alors la durée maximale est à votre appréciation, mais il y a une durée minimale qui est imposée par la loi et à laquelle il convient de se référer. Troisième mention obligatoire à laquelle vous êtes tenu, c'est de préciser la consistance du lieu loué et de ses annexes. Et enfin, et c'est quand même la condition essentielle qui est l'objet de notre intervention d'aujourd'hui, les conditions financières, c'est-à-dire les conditions relatives au loyer, les conditions relatives aux charges et les conditions relatives au dépôt de garantie. C'est sur ces conditions que je vais m'attarder le plus, puisque pour prévenir l'apparition d'impayés en cours de bail, il convient, dès l'origine du bail et sa signature, de prévoir des clauses claires sur lesquelles vous pourrez vous appuyer en cas d'apparition d'impayés. Pour ce qui est de la fixation du loyer initial prévu au bail, alors sa fixation est encadrée, mais le loyer peut être fixé librement par le bailleur, dans trois cas essentiellement. Le loyer peut être fixé librement lorsque le bien est loué pour la première fois, ou lorsque le bien n'a pas été loué dans les 18 mois précédant ce contrat de bail. C'est également le cas, et c'est la troisième hypothèse, lorsque le logement a fait l'objet de travaux, d'améliorations qui ont duré au moins 6 mois et, bon, je vous le précise à titre d'information, dont le montant a été égal à au moins le loyer d'un an de loyer. Donc vous l'aurez compris, la fixation du loyer est libre dans ces trois cas, sinon elle est encadrée. En effet, le législateur a voulu que, dans un souci de protection des locataires, les bailleurs ne puissent pas fixer le loyer dans des limites, je dirais, démesurées. Également, lors de la fixation du loyer initial, ce n'est pas le cas à Toulouse, mais je vous le précise à titre d'information, dans certaines autres communes, et notamment les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Montpellier, il existe un encadrement des loyers, c'est-à-dire que le bailleur n'est pas du tout libre de fixer le loyer, mais il doit le fixer par rapport à un loyer de référence. Mais ce n'est pas le cas à Toulouse, donc vous ne rencontrerez pas cette difficulté ici. Outre la fixation du loyer initial, il est nécessaire également de prévoir au bail la révision du loyer, puisque si vous ne prévoyez aucune révision dans le bail, il sera impossible d'y procéder en cours de bail et c'est le loyer initial qui perdurera jusqu'à la fin du bail. Cette clause de révision du loyer en cours de bail, elle doit être prévue expressément au bail et qui doit prévoir une révision annuelle. Une révision annuelle qui a lieu soit à la date anniversaire du bail, soit à la date qui est fixée d'un commun accord entre vous et votre locataire. Également, et je vous le précise, alors ma consoeur Maître Avec-Ainsi vous l'a précisé tout à l'heure, il est nécessaire de joindre au bail le DPE et de savoir quel est son classement énergétique. Et ce classement a une conséquence immédiate sur la révision du loyer, puisque la révision du loyer est désormais impossible pour les logements qui sont classés F ou G.
Donc pour ces logements-là, classés F ou G, comme dit énergivores, la révision du loyer est impossible en cours de bail. Ce qui, dans l'esprit du législateur, a pour but de pousser les bailleurs à faire des travaux de rénovation énergétique. En outre, et pour poursuivre sur cette question des travaux réalisés en cours de bail, je vous le précise, il est possible de prévoir dès l'origine du bail que, dans certaines conditions, le locataire devra réaliser des travaux lors de son entrée dans les lieux, en contrepartie d'une diminution temporaire du montant du loyer. Également, et à l'inverse, il est possible de prévoir que si le bailleur réalise des travaux en cours de bail, le loyer pourra être augmenté. Voilà pour ce qui concerne le loyer et sa révision en cours de bail. Lorsque le logement est remis en location, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, s'il est remis en location dans les 18 mois suivant sa location précédente et qu'aucun travaux d'envergure n'ont été engagés sur le logement, vous ne pourrez pas procéder à une révision du loyer, sauf si vous démontrez que le loyer était manifestement sous-évalué. Alors attention, démontrer que le loyer était manifestement sous-évalué, c'est assez difficile, de sorte qu'en réalité, le plus important, c'est de prévoir dès l'origine et dès la première mise en location un loyer qui est conforme à la valeur du logement, conforme à sa valeur locative. C'est pourquoi il faut vous renseigner avant même la mise en location. Alors par plusieurs biais, vous pouvez demander à l'association, certains consultants peuvent vous l'indiquer. Vous pouvez également prendre attache avec une agence immobilière qui vous fournira une évaluation de la valeur locative du logement afin de fixer un loyer qui est conforme à la réalité. Voilà pour ce qui était de la fixation du loyer. Seconde condition financière qui est essentielle et dont vous n'ignorez pas l'existence, c'est le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie qui a pour objet, comme son nom l'indique, de garantir le bailleur contre les manquements du locataire. Les manquements du locataire qui peuvent être de plusieurs ordres. Bon, d'ores et déjà, le manquement au paiement des loyers et des charges, mais ça peut être également, à la fin du bail, un manquement, notamment à l'obligation d'avoir entretenu le bien si des travaux se révèlent nécessaires. Alors, ce dépôt de garantie, il doit être restitué au locataire. Alors, dans un délai de 2 mois, si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée, ou dans un délai d'1 mois, si l'état des lieux de sortie qui est réalisé est conforme à l'état des lieux d'entrée et qu'aucun travaux n'est nécessaire pour le bailleur. Ce dépôt de garantie, je vous le précise, il y a une sanction au non-respect de ces délais puisque le bailleur sera sanctionné s'il ne restitue pas le dépôt de garantie dans ces délais au paiement d'une somme égale à 10% du montant du loyer pour chaque mois en retard. Enfin, troisième condition financière qui est indispensable, c'est de préciser le montant des charges ou en tout cas leur modalité de régularisation dans le bail. Toujours est-il que ces charges, elles doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle par le bailleur. Cette régularisation annuelle par le bailleur doit être faite. Alors le bailleur doit adresser en pratique au locataire un décompte de toutes les charges locatives qui sont à sa charge et en déduisant du montant de ces charges le montant des provisions éventuellement convenues. Outre ces conditions financières, et on arrive au point essentiel à mon sens de cette intervention et sur lequel Maître Hervé Quincy reviendra tout à l'heure dans le cadre des procédures de résiliation du bail, c'est la clause résolutoire. Alors la clause résolutoire, c'est une clause qui doit être insérée au bail, qui est la contrepartie de l'obligation pour le locataire de payer les loyers et charges. Alors la clause résolutoire, jusqu'à récemment, jusqu'au mois de juillet 2023, c'était une faculté pour le bailleur, mais depuis le 29 juillet 2023, elle est obligatoire dans tous les baux signés. Alors cette clause résolutoire, vous le verrez notamment dans les modèles de l'association, puisque je sais que vous êtes nombreux à les utiliser, ils sont à jour, donc cette clause résolutoire est prévue. Cette clause résolutoire, elle prévoit en réalité que si le locataire ne respecte pas son obligation, alors notamment de payer les loyers et charges, mais elle peut également s'appliquer dans d'autres cas et pour d'autres obligations du locataire, notamment le versement du dépôt de garantie ou l'obligation de justifier d'une assurance. Eh bien, cette clause résolutoire va prévoir que si le locataire ne paie pas les loyers dus dans un certain délai à compter d'un commandement, le bail sera résilié automatiquement. Ce qui, dans le cadre des procédures, et comme cela vous sera exposé en suivant, réduira très fortement la liberté d'appréciation des juges qui n'auront que la faculté de constater l'existence d'un manquement du locataire.
En pratique, la clause résolutoire est ce qui permet le plus souvent au bailleur d'obtenir la résiliation du bail. Au-delà de cette rédaction en elle-même, il y a d'autres conditions que vous pouvez anticiper afin de prévenir les impayés de loyer. Alors la première que je vais vous indiquer à titre purement indicatif, mais dont je vous ai parlé, que j'ai évoqué un peu avant, c'est la possibilité de mettre en location votre bien par l'intermédiaire d'une agence. Alors, les bailleurs peuvent parfaitement mettre leur bien en location seul et gérer tout seul sans difficulté. C'est souvent le cas. D'ailleurs, dans le cadre de l'association, les bailleurs que je rencontre souvent gèrent leur bien très bien tout seuls. Mais c'est une possibilité. Dans ce cas-là, il sera nécessaire de conclure avec l'agence que vous aurez choisie ce qu'on appelle un mandat de gestion qui fixera les droits et obligations d'une part de l'agence et d'autre part du bailleur. Ce mandat de gestion, il prévoira notamment, et c'est ce qui est le cas habituellement, que l'agence se substituera au bailleur dans les relations avec le locataire et que c'est l'agence qui percevra les loyers et les reversera a posteriori au bailleur. C'est aussi l'agence qui gérera tout ce qui est relation avec le locataire en cas d'impayé, donc tout ce qui est mise en demeure et a posteriori délivrance d'un commandement. Outre cette possibilité, vous avez également la possibilité, lors de la conclusion du bail, de vous renseigner auprès de votre locataire, et j'en reviens à ce qui vous a été exposé tout à l'heure sur les conditions de solvabilité du locataire, puisque vous pouvez vous renseigner sur le fait de savoir si votre locataire va percevoir ou non des allocations logement. Si tel est le cas et que votre locataire doit percevoir des allocations logement, vous avez, en tant que bailleur, la possibilité de solliciter de la CAF le versement direct de ces allocations à logement à votre bénéfice. Alors c'est une démarche qui doit être faite par le bailleur directement, mais qui est assez simple puisqu'il suffit d'en faire la demande. Le bénéfice néanmoins de ce versement direct a des contreparties que je vous exposerai en suivant. Enfin, et pour ce qui concerne la partie conclusion du bail, je vais en terminer en vous exposant les garanties que vous pouvez exiger de votre locataire, puisque dans le cadre d'impayé, et pour vous prémunir de ceci, souvent la solvabilité du locataire n'est pas suffisante et il est donc nécessaire d'exiger de celui-ci différentes garanties. La première, c'est la prise d'une caution. Alors la caution, qu'est-ce que c'est? La caution, c'est d'exiger du locataire qu'une personne s'engage à garantir les loyers qui pourraient être impayés et les charges et éventuellement le dépôt de garantie. C'est-à-dire ce qui se fait fréquemment, et c'est souvent le cas alors pour des locataires jeunes, c'est souvent leurs parents, ou ça peut être un membre de leur famille, ou un ami ou un tiers. Ces cautionnements que vous pouvez exiger, alors c'est un contrat par lequel la personne qui cautionne le locataire s'engage à régler les loyers qui seraient impayés directement à sa place. Alors le cautionnement doit respecter un certain nombre de conditions qui sont fixées par la loi, je ne m'y attarde pas dessus, si vous le souhaitez on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure. Mais dans tous les cas, la caution s'engage pour le locataire, c'est pourquoi il convient de vérifier bien évidemment la solvabilité de cette caution, pour ne pas retomber sur la difficulté qui serait d'avoir un locataire qui n'est pas solvable et qui ne va pas pouvoir payer, et si vous vous retournez contre la caution, de tomber sur la même difficulté avec une caution qui n'est pas solvable. Donc la condition de solvabilité, c'est une condition qui est essentielle lors des vérifications que vous ferez en amont du contrat de bail. Également, deuxième possibilité, deuxième garantie que vous pouvez exiger du locataire, c'est la garantie qu'on appelle la garantie visale. Alors, c'est le même fonctionnement que pour le cautionnement, mais c'est un cautionnement qui est donné par un organisme public qui s'appelle Action Logement et qui peut être acquis par un locataire dans certains cas, alors, qui déjà suppose des conditions de revenu du locataire, également qui n'est applicable que pour les baux pour lesquels le loyer est inférieur à 1 300 €, mais qui permet d'obtenir, dans la limite de 36 mois de loyer impayé, la garantie d'Action Logement qui se substituera au locataire, donc qui vous versera les loyers impayés, à charge ensuite pour Action Logement de se retourner directement contre le locataire. Et enfin, troisième possibilité que vous pouvez, alors que dans ce cas-là, que vous ne pouvez pas exiger de votre locataire puisqu'il vous revient d'en souscrire une, ce sont les garanties contre les loyers impayés. Et toutes les garanties par ailleurs du bailleur, donc les garanties contre les loyers impayés, les garanties contre les dégradations immobilières et les garanties qu'on appelle défense recours. Alors ce sont des garanties sous la forme d'une assurance que vous pouvez souscrire
et par lesquels, en contrepartie du versement d'une cotisation à un assureur, vous serez garanti soit contre les loyers impayés, soit contre les travaux qui pourraient être imputables à votre locataire lors de sa sortie, soit qui pourraient prendre en charge les frais de procédure. Alors toutes ces garanties se présentent sous la forme d'une assurance, donc je vous renvoie, si vous souhaitez en souscrire, d'une part à prendre attache, soit par l'intermédiaire de l'agence que vous aurez mandatée, soit directement avec l'assureur, et à vous reporter pour savoir ce qui est garanti ou n'est pas garanti, comme pour toute assurance, aux conditions générales de la garantie. Voilà pour ce qui était envisagé avant la conclusion du contrat de bail. Alors une fois le contrat de bail conclu avec votre locataire, et même si vous avez tout anticipé, parfois, et même assez régulièrement, il arrive d'être face à un locataire qui ne paie pas les loyers. Et dans ce cas-là, il faut savoir comment réagir, et il y a plusieurs étapes à envisager et à mettre en œuvre. Donc, dans un premier temps, il y a des étapes amiables qui peuvent être tentées. Parfois, elles fonctionnent, parfois, elles ne fonctionnent pas. Et dans ce cas-là, et c'est ce que nous envisagerons dans un deuxième temps, il sera nécessaire d'envisager une procédure judiciaire pour, d'une part, pouvoir parvenir à reprendre la jouissance de votre logement et, d'autre part, à récupérer les loyers impayés ou, à tout le moins, la plus grande partie possible de ceux-ci. Donc dans un premier temps, pour ce qui est de la résolution amiable de ces loyers impayés, je vous précise d'ores et déjà qu'il est indispensable de réagir très vite. Très vite, pourquoi ? Parce que dans le cas de loyers impayés, souvent les bailleurs, alors, soit ne savent pas comment réagir, soit font confiance à leurs locataires. Alors la confiance, c'est très bien, mais malheureusement, la confiance, ça ne permet pas de récupérer les loyers impayés. Et je vois souvent dans le cadre de l'association des bailleurs qui me disent « mon locataire m'a dit qu'il allait payer » ou « mon locataire s'est engagé à payer » ou « il m'a réglé un mois mais pas les autres, donc j'ai pensé que je pouvais lui faire confiance » et malheureusement, en suivant, le bailleur a attendu 3 mois, 6 mois, les loyers impayés se sont accumulés et comme nous vous l'indiquerons en suivant, plus les loyers s'accumulent, plus il est difficile de pouvoir les recouvrer. C'est pourquoi il est indispensable de réagir vite en suivant diverses étapes. Alors la première, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, si vous bénéficiez du versement direct des allocations de la CAF, c'est de déclarer l'impayé à la CAF dès lors qu'il excède 2 mois de loyer impayé. Pourquoi déclarer ces loyers impayés à la CAF ? Alors, en premier lieu, il s'agit d'une obligation légale qui est sanctionnée par une peine d'amende si le bailleur ne le fait pas. Cette déclaration à la CAF va permettre, comme vient en suivant, de faire délivrer à votre locataire ce qu'on appelle un commandement. Alors, en matière de loyer impayé, il s'agit d'un commandement de payer, mais le commandement peut également concerner les autres obligations du locataire, et notamment l'obligation de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Alors le commandement, il a un effet qui est très simple et qui est relatif à la clause résolutoire que je vous ai indiquée tout à l'heure. C'est-à-dire que le commandement, il va accorder à votre locataire un délai. Le commandement qui accordait précédemment un délai de 2 mois au locataire pour apurer la dette est désormais un délai de 6 semaines. Une fois le commandement délivré et si le locataire ne règle pas la dette ou qu'il ne justifie pas de l'assurance contre les risques locatifs qu'il aurait souscrits, vous n'aurez pas d'autre choix pour parvenir soit à son expulsion, soit à une décision qui le condamnera à payer les loyers impayés, que de saisir un tribunal. Et à cette fin, je vais laisser la parole à ma consoeur. Du coup, j'ai la charge d'aborder avec vous la question de la résolution judiciaire en cas d'impayé de loyer et plus particulièrement les procédures qu'on met en œuvre si les démarches amiables échouent. Et si malheureusement elles échouent, on devra malheureusement passer par une procédure à l'encontre de ce locataire pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et le cas échéant le paiement de son arriéré de loyer. La résiliation du contrat de bail, elle peut être motivée soit par l'existence d'une clause résolutoire prévue au contrat de bail, soit par l'inexécution de ses obligations par le locataire et plus particulièrement de son obligation au paiement de ses loyers, soit par la délivrance d'un congé non suivi des faits, c'est-à-dire que le locataire n'est pas parti à l'issue du délai qui lui étant laissé pour quitter les lieux.
La première procédure, c'est la procédure qui est fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on va demander au magistrat de constater que par l'effet de la clause résolutoire prévue au bail, le contrat de bail est résilié. Depuis la récente réforme, on l'a évoqué avec Maître Laqueual, tout contrat de bail doit contenir en principe une telle clause résolutoire qui prévoit donc la résiliation automatique du bail, à défaut pour le locataire d'avoir réglé son arriéré dans un certain délai. Cette demande d'acquisition de la clause résolutoire, elle se présente devant le juge des contentieux de la protection. Il s'agit d'un magistrat qui est dédié aux questions locatives. Et l'intérêt de cette procédure, c'est de limiter l'aléa lié à l'appréciation du magistrat, puisque quand il est saisi d'une demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, son appréciation se limite finalement à vérifier que l'ensemble des conditions qu'on va évoquer ensemble ont bien été respectées. Et si elles ont été respectées, il est censé constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du locataire. Cependant, dans ce type de procédure qu'on présente généralement en référé, puisque ce sont des procédures plus courtes que des procédures au fond, il convient d'être particulièrement vigilant en présence de contestations sérieuses, puisque le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur ces contestations, et s'il devait constater qu'il y a une contestation, renverrait le bailleur demandeur à ce pouvoir devant le juge du fond. Voilà. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure, elles sont prévues par la loi du 6 juillet 1989 et plus particulièrement par l'article 24 qui prévoit, tel qu'on l'a évoqué avec Maître Laqueual, que la clause ne peut produire effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Avant la réforme de juillet 2023, ce délai était de 2 mois. Donc, avant de présenter une demande afin de constater la résiliation du bail, il convient de délivrer un commandement de payer et de respecter ce délai de 6 semaines. Dans la majorité des dossiers qu'on va passer au cabinet, la plupart des contrats de location sont antérieurs à la réforme de juillet 2023, de sorte que les clauses résolutoires qui y figurent prévoient généralement cet ancien délai de 2 mois, de sorte que ne vous étonnez pas si votre commissaire de justice, en vue de la délivrance d'un commandement de payer, mentionne lui aussi sur son acte un délai de 2 mois. Ce commandement de payer, il devra être dénoncé à la CAPEX, c'est-à-dire à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans 2 conditions, soit dès lors que le locataire est en situation d'impayé sans interruption depuis 2 mois, soit lorsque la dette est équivalente à 2 fois le montant du loyer. La commission, la CAPEX, donc la commission de coordination des actions préventives, elle a très rapidement pour mission d'accompagner les différents acteurs qui sont impliqués dans les procédures d'expulsion locative et, si possible, de limiter les expulsions. Elle rend plus particulièrement des avis et des recommandations, notamment sur le montant de l'aide pouvant être allouée aux locataires au titre du Fonds de solidarité du logement ou bien sur la nécessité de proposer un relogement par la préfecture. À défaut pour le locataire d'avoir réglé son arriéré dans le délai qui lui a été laissé par le commandement de payer, il est dans ce cas-là envisagé d'initier une procédure à son encontre et cette procédure elle est initiée par la signification, c'est-à-dire la notification au locataire d'une assignation, un écrit, au terme duquel on va demander à ce qu'il soit constaté que par l'effet de l'application de la clause, le contrat de bail est résilié et par voie de conséquence à ce que le locataire soit expulsé. Cette assignation, pour information, mais généralement ce sont les huissiers, les commissaires de justice qui s'en chargent, elle doit être dénoncée à la préfecture dans au moins 6 semaines avant la date d'audience. Auparavant, ce délai il était de 2 mois, mais tel qu'on vous l'a expliqué, le législateur est venu réduire ces délais-là pour finalement un traitement plus rapide de ces procédures de résiliation de bail et d'expulsion. À l'audience et surtout dans le cadre du traitement de son dossier, le juge des contentieux de la protection va donc s'assurer que l'ensemble des conditions qu'on vient d'évoquer ont bien été respectées et si tel est le cas, il devra en principe constater la résiliation et ordonner l'expulsion du locataire. La résiliation, dans ce type de dossier, elle prendra effet à l'expiration du délai laissé au locataire pour régler son arriéré, c'est-à-dire le délai de 2 mois ou le délai de 6 semaines selon ce que le commissaire de justice aura indiqué dans son commandement de payer. Et à compter de la résiliation telle que constatée par le magistrat, le locataire se retrouvera sans droit ni titre, c'est-à-dire qu'on pourra procéder à son expulsion. Et sur la question de l'expulsion, on y reviendra par la suite avec Maître Laqueual. Il est également demandé la condamnation du locataire au paiement de son arriéré arrêté au jour de la résiliation et pour la période postérieure à la résiliation, on demande généralement sa condamnation à une indemnité d'occupation.
À côté de la procédure qui tend à constater la résiliation par l'effet de la clause résolutoire, il est également possible d'envisager une procédure au fond pour inexécution de ses obligations par le locataire et plus particulièrement pour inexécution de son obligation de paiement. Cette procédure, ces demandes-là, elles se présentent également devant le juge des contentieux de la protection, qui est le magistrat dédié en matière locative, et elles se présentent dans le cadre d'une procédure au fond et non en référé, puisque seul le juge du fond aura le pouvoir de constater les manquements et de déterminer qu'ils sont suffisamment graves pour justifier de la résiliation. Dans les cas d'impayés de loyer, finalement, la demande va consister à demander au magistrat de constater que le locataire a manqué à son obligation de paiement et lui demander en conséquence de résilier le bail pour défaut de paiement. Cette procédure au fond et en résiliation, elle peut être fondée sur les impayés de loyer, mais vous avez également l'article 7 de la loi du 6 juillet 89 qui vient rappeler que le locataire est notamment obligé de payer ses loyers. Donc, si le locataire n'exécute pas ses obligations contractuelles et ce de manière suffisamment grave, il est possible au visa de l'article 1217 du Code civil de solliciter la résolution, la résiliation du contrat de bail. Dans ces dossiers, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas nécessaire au préalable de faire délivrer un commandement de payer ou bien de donner congé à son locataire, puisqu'on peut poursuivre la procédure en l'état. En pratique, dans ces dossiers qu'on rencontre au cabinet, on fait quand même délivrer un commandement au préalable. La difficulté dans ce type de dossier présenté au fond, c'est que le magistrat a un pouvoir d'appréciation beaucoup plus large, puisque tel que je l'ai évoqué, il doit apprécier si les manquements commis par le locataire sont suffisamment graves pour justifier de la résiliation. À savoir qu'un fait isolé, généralement, ne suffit pas à obtenir la résiliation du bail, étant précisé que le cas échéant, le magistrat peut accorder un délai au locataire pour se mettre en conformité. La Cour de cassation, là-dessus, a pu juger que le retard systématique du locataire dans le paiement de ses loyers peut notamment justifier la résiliation du bail. En tout état de cause, la gravité des manquements commis par le locataire est appréciée par le magistrat au cas par cas et selon les pièces qui sont produites. Si le magistrat fait droit à la demande de résiliation fondée sur les manquements commis par le locataire, il fixera la résiliation au jour où il statue, c'est-à-dire au jour où il rend sa décision, sauf à avoir demandé au magistrat de fixer une date un peu antérieure à cette date-là. Le locataire, comme dans le cadre de la première procédure, sera donc déchu de droits et de titres sur le bien, de sorte qu'il pourra être poursuivi, de sorte que son expulsion, pourra être poursuivie. Le cas échéant, si on est en présence d'un impayé, on pourra demander et obtenir la condamnation du locataire à payer son arriéré arrêté au jour de la résiliation et pour la période postérieure à la résiliation, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Voilà pour les deux procédures fondées sur la résiliation, en résiliation de bail. Maître Laquelle abordera avec vous la question du congé. Cependant, avant ces deux points-là, on tenait à aborder avec vous les diverses contestations qu'on rencontre généralement dans les dossiers, puisque dans les dossiers d'impayés, il arrive fréquemment que les locataires présentent des délais de paiement ou bien opposent des contestations aux bailleurs. Les demandes les plus fréquentes, ce sont les demandes des délais de paiement. Sur ce point, avant la réforme du 27 juillet 2023, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait que le juge pouvait d'office accorder des délais de paiement dans la limite de 3 ans. Cependant, la réforme est venue limiter cette possibilité puisque le nouvel article 23 dans sa rédaction actuelle prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, accorder des délais de paiement. Aussi et désormais, pour obtenir des délais de paiement, il faut que le locataire ait repris le paiement des termes courants avant l'audience. L'octroi de délai de paiement par le magistrat, elle aura pour conséquence de suspendre l'expulsion et la résiliation. Cependant, si le locataire venait à ne pas respecter les délais octroyés, cette suspension ne ferait plus effet, de sorte que le bailleur pourrait poursuivre l'expulsion, et ce sans avoir à repasser devant le juge des contentieux et de la protection. Il arrive également qu'on rencontre dans les dossiers beaucoup de contestations relatives aux régularisations annuelles de charges. Sur ce point, vous avez l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 qui précise les charges récupérables et exigibles auprès du locataire sous réserve de justification en contrepartie. Et l'article 24 de cette même loi vient nous dire que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette.
Pour les biens en copropriété, tels qu'on l'a évoqué, les régularisations annuelles de charges sont calculées assez simplement puisque usuellement les syndics professionnels en fin d'exercice précisent la part locative, c'est-à-dire la part que l'on peut récupérer auprès de son locataire. Pour les biens qui dépendent d'un immeuble détenu par un unique propriétaire et dont plusieurs lots sont divisés et loués, la question est plus délicate puisque soit le bail prévoit en amont la répartition, soit elle n'est pas prévue et dans ce cas-là, il convient d'opérer une répartition et généralement cela se passe selon les surfaces. De sorte que cette question de la régularisation annuelle des charges que l'on rencontre souvent est importante et qu'il convient de veiller à respecter les textes de loi et la procédure dans le cadre de cette régularisation annuelle. On rencontre également souvent des contestations relatives au désordre pouvant affecter le logement et plus particulièrement des locataires qui nous opposent le caractère indécent ou insalubre du logement pour tenter de leur impayé de loyer ou bien obtenir une réduction du montant de loyer, voire le cas échéant la résiliation du bail. Sur l'indécence, une fois encore, la loi de 89 est assez claire puisqu'elle vient vous dire que le bailleur est tenu de remettre un logement décent, c'est-à-dire un logement qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, qui répond à des critères de performance énergétique minimale et qui est doté d'éléments qui le rendent conforme à l'habitation. De manière plus générale, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 vient préciser que le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, de même qu'il est tenu de maintenir et d'entretenir les lieux en état de servir à leur usage. En ce qui concerne le critère de performance énergétique, qui est un point aujourd'hui essentiel, le décret du 11 janvier 2021 prévoit que le logement a une consommation d'énergie inférieure à 450 kWh finale par mètre carré de surface habitable et par an. Le législateur, vous le voyez, a intégré dans la loi de 1989 et dans les critères de décence du logement un seuil minimal de performance énergétique, étant précisé ou rappelé pour ceux qui le savent que ce seuil est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et qu'il s'applique aux nouveaux contrats conclus à compter de cette date. Les contrats doivent donc respecter à compter de cette date ce seuil minimal de performance énergétique, étant précisé que ce seuil va se durcir au fur et à mesure puisque le législateur a prévu un calendrier, notamment avec un durcissement de la performance à compter du 1er janvier 2025, puis du 1er janvier 2028 et enfin du 1er janvier 2030. À cette date-là, les logements loués devront être classés entre la note A et la note D. Et à défaut pour le logement loué de correspondre à ce critère de performance énergétique, le locataire pourrait saisir le juge, puisque l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'il peut solliciter la condamnation de son bailleur à faire réaliser des travaux de mise en conformité. Le cas échéant, le juge, si une telle demande, pourrait réduire le montant du loyer ou bien le suspendre jusqu'à la réalisation des travaux. À côté de ce critère de ce seuil de performance énergétique, le décret du 30 janvier 2002 qui précise les critères de décence d'un bien immobilier loué prévoit notamment que le logement doit satisfaire à certaines conditions au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Sans rentrer dans le détail de ce que prévoit ce décret, plus particulièrement le logement doit assurer le clos et le couvert, il doit être protégé des infiltrations d'air parasites, il doit également bénéficier de réseaux et de branchements électriques et de gaz conformes et doit permettre une aération suffisante. Le décret prévoit aussi, dans le cadre de la décence du logement, que le logement doit comporter certains éléments d'équipement et de confort, à savoir et notamment une installation qui permet un chauffage normal, une installation en alimentation d'eau potable, mais également des évacuations d'eau ménagère et d'eau vanne conformes, un coin cuisine aménagé ou encore un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces. L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que j'ai abordé à plusieurs reprises, puisque effectivement dans ce type de dossier c'est celui qu'on cite régulièrement, prévoit que le logement qui ne satisfait pas à ces critères-là pourrait donner lieu à une demande de la part du locataire tendant à obtenir la condamnation du propriétaire à le mettre en conformité et tel qu'on l'a très rapidement évoqué, si le juge des contentieux est saisi d'une telle demande, il détermine la nature des travaux et les délais dans lesquels ils doivent être réalisés, mais également il peut ordonner la réduction du montant du loyer ou bien suspendre le paiement du loyer jusqu'à l'exécution des travaux.
De manière plus générale, hormis les cas où le logement pourrait être indécent, le locataire peut également solliciter la condamnation de son bailleur à la réalisation de travaux dès lors que celui-ci est affecté de désordre, puisque, tel qu'on l'a évoqué, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit de manière plus générale que le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation. Régulièrement dans les dossiers qu'on rencontre, les locataires opposent aux bailleurs et à leurs demandes des désordres qui affectent le logement et prétendent que le logement ne remplit pas les critères de décence prévus par les textes pour obtenir usuellement des dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance, mais également la condamnation de leur bailleur, le cas échéant, à faire réaliser des travaux. Et pour statuer sur ces demandes, le juge prend en considération la bonne foi du bailleur et plus particulièrement les diligences qu'il a pu mettre en œuvre pour reprendre les désordres dénoncés par son locataire, mais il prend également en considération le comportement du locataire et notamment les cas où le locataire n'aurait pas permis l'accès à son logement pour la réalisation de travaux. Le risque de condamnation du bailleur est quand même plus élevé dans les dossiers dans lesquels le locataire a fait un signalement auquel il n'a pas été donné d'effet par le bailleur. Aussi, nous vous recommandons, dès lors qu'un locataire vous fait un signalement de désordre, de veiller là-dessus à entreprendre le cas échéant des diligences. Il arrive également que les locataires opposent ces désordres affectant le logement pour tenter de justifier de leur impayé de loyer. Ça s'analyse comme étant une exception d'inexécution juridiquement et cette exception n'est retenue que dans très peu de cas. Elle n'est retenue que si le logement est inhabitable. Voilà. À côté de l'indécence, il est aussi fréquemment opposé au bailleur l'insalubrité du bien. Alors l'insalubrité, c'est plus particulier puisque ça correspond à un logement qui présente un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants. Ça peut être par exemple la présence de revêtements dégradés qui contiennent du plomb ou bien la location de pièces qui ne sont pas dédiées à l'habitation telles que des caves ou bien un sous-sol. L'insalubrité, elle n'est justifiée, en tout cas elle n'est traitée que par le biais d'une procédure entamée et dirigée par la préfecture, puisqu'en principe toute personne qui a connaissance de faits d'insalubrité doit faire un signalement auprès de la préfecture, qui ouvre donc une procédure dite d'insalubrité, au terme de laquelle un inspecteur sera chargé de visiter les lieux et de déterminer si oui ou non le bien est insalubre. S'il s'avère qu'effectivement les conclusions de l'inspecteur confirment une éventuelle insalubrité, la préfecture pourra rendre un arrêté de traitement d'insalubrité et dans le cadre de cet arrêté, il peut prévoir plusieurs mesures, à savoir notamment la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, la démolition de toute ou partie de l'immeuble, la cessation de la mise à disposition du local ou bien encore l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux ou même d'y accéder à titre temporaire ou définitif. Très rapidement, si l'arrêté de traitement de l'insalubrité prévoit une interdiction d'habiter à titre temporaire ou si les travaux rendent les lieux temporairement inhabitables, le propriétaire doit en principe assurer l'hébergement des occupants. Si l'arrêté prévoit une interdiction définitive d'habiter ou la cessation de la mise à disposition des locaux aux fins d'habitation, le propriétaire doit assurer le relogement des occupants. L'arrêté précise généralement, même dans tous les cas, le délai dans lequel le propriétaire doit réaliser ses diligences et si le propriétaire fait réaliser ses diligences, il y aura main levée de cet arrêté. À défaut, la préfecture pourrait décider de faire réaliser les travaux en lieu et place du propriétaire bailleur et ce, aux frais bien sûr du propriétaire. Dans le cadre des procédures, si un locataire devait opposer un arrêté de traitement d'insalubrité et justifier d'un tel caractère insalubre du logement, le magistrat pourrait tout à fait lui octroyer des dommages et intérêts le cas échéant et condamner le bailleur à réaliser les travaux. De même que si le bien devait être inhabitable, le magistrat pourrait aussi, sous réserve que le locataire le lui demande, constater, en tout cas prononcer la résiliation du bail et retenir l'éventuelle exception d'une exécution qui pourrait être opposée par le locataire. En tout état de cause, au titre de ces différentes contestations, les magistrats abordent les dossiers au cas par cas et selon bien entendu les pièces qui sont produites au dossier. Pour la suite, je vais laisser Maître Lacual reprendre la parole sur le congé, puis la procédure d'expulsion et les différentes mesures d'exécution forcée qu'on peut mettre en œuvre. Merci.
Alors vous l'aurez compris, plusieurs procédures judiciaires peuvent être mises en œuvre, mais en dehors de ces procédures qui viennent de vous être exposées, les bailleurs souvent envisagent de délivrer un congé à leurs locataires en réponse au loyer impayé. En dehors des procédures qui viennent de vous être exposées, la délivrance d'un congé, je vous le dis d'emblée, n'est pas, à mon sens, la solution souhaitable dans le cas de loyer impayé. Néanmoins, je vais tout de même vous exposer ce qu'il en est. Alors le congé, il en existe 3 types qui sont prévus par la loi. Le congé pour vendre, le congé pour reprise et le congé pour motif légitime et sérieux. Donc le seul que nous évoquerons aujourd'hui, puisque c'est le seul qui est applicable dans les cas de loyer impayé. Alors le congé pour motif légitime et sérieux, il doit être donné par le bailleur dans un délai d'au moins 6 mois avant la fin du bail. Par courrier recommandé ou, c'est ce qui est conseillé, par un commissaire de justice. Et ce congé pour motif légitime et sérieux, comme son nom l'indique, il doit être légitime, c'est-à-dire avoir pour but la protection des intérêts du bailleur. Alors, il peut être justifié par les loyers impayés, mais ça peut être également par la nécessité de réaliser des travaux pour lesquels le locataire ne pourrait pas rester dans les lieux, ou d'autres manquements dont le locataire serait à l'origine. Et ce congé doit également être sérieux, puisque il sera porté à l'appréciation du juge, donc du juge des contentieux de la protection, dont le nom, je dois le préciser, n'est pas usurpé, puisqu'en réalité le juge des contentieux de la protection a quand même pour tâche la protection des locataires. Alors vous l'avez tous déjà entendu, mais en jurisprudence, souvent les décisions sont quand même plus favorables aux locataires qu'aux bailleurs. Et en matière de congé pour motif légitime et sérieux, c'est également le cas, puisque le juge a une appréciation très stricte du motif du congé. C'est pourquoi ce congé qui doit être délivré au moins 6 mois avant la fin du bail et qui, après ce délai, doit faire l'objet d'une procédure en validation de congé devant le juge, n'est pas souhaitable en matière de payer de loyer, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il est nécessaire de réagir vite. Or, la délivrance de ce congé suppose d'attendre 6 mois avant de saisir le juge. Donc, pendant ce délai de 6 mois, les impayés peuvent s'accumuler, sans aucune certitude de récupérer ces sommes ensuite. C'est pourquoi je vous conseille, et c'est ce qui est conseillé habituellement dans le cadre d'impayés de loyer, je dirais classique, de saisir le tribunal, soit par le biais de la procédure de constatation de la résiliation du bail, soit par une demande de résiliation judiciaire au fond. Une fois que vous aurez obtenu une décision de justice qui ordonnera l'expulsion de votre locataire et sa condamnation au paiement, je vous précise qu'il ne suffit pas d'avoir un jugement ou une ordonnance pour pouvoir procéder soi-même à l'expulsion. D'ailleurs, c'est interdit, mais il y a plusieurs étapes à suivre pour pouvoir exécuter cette décision. La première étape, c'est de saisir un commissaire de justice. Alors, le commissaire de justice, c'est qu'on appelait avant huissier de justice, c'est un officier ministériel qui est le seul à même et qui est le seul qui a le pouvoir de mettre en œuvre des mesures d'exécution. Le commissaire de justice, dans un premier temps, il va signifier la décision au locataire, c'est-à-dire en réalité la lui remettre. Il va également lui signifier ce qu'on appelle un commandement de quitter les lieux. Ce commandement de quitter les lieux, il octroiera à votre locataire un délai de 2 mois pour partir. Et ce n'est qu'au terme de ce premier délai de 2 mois que le commissaire de justice, si le locataire n'est pas parti de lui-même, pourra solliciter le concours de la force publique, c'est-à-dire demander à la préfecture de vous octroyer l'aide des forces soit de police, soit de gendarmerie pour procéder à l'expulsion. Ce n'est qu'une fois que vous aurez obtenu le concours de la force publique que le commissaire de justice pourra procéder à l'expulsion et qu'en suivant, vous pourrez reprendre la jouissance de votre bien. Alors c'est une procédure qui peut être plus ou moins longue en fonction de votre locataire, puisque l'octroi du concours de la force publique, il est à l'appréciation de la préfecture, et notamment, il sera accordé bien plus rapidement si vous avez un locataire qui est seul que si vous avez une famille locataire avec 3 enfants ou plus. Voilà pour ce qui est de l'expulsion. Pour ce qui est du recouvrement des sommes dues par votre locataire et des sommes qui restent dues soit après son départ volontaire, soit après son expulsion, il convient également de s'en remettre à l'expertise, je dirais, du commissaire de justice, qui est le seul à même de mettre en œuvre toutes les mesures d'exécution. Alors les mesures d'exécution qui peuvent être des saisies sur les salaires
du débiteur. Ça peut également être des saisies sur ses comptes directement ou des saisies de ses biens. Une fois que vous aurez diligenté l'ensemble des mesures d'exécution, alors je vous précise d'ores et déjà, sans aucune certitude à terme, de parvenir à recouvrer l'intégralité des sommes, puisque même si vous avez vérifié dès l'origine du bail la solvabilité du locataire, rien ne vous assure qu'une fois tous ces délais passés, vous parviendrez à récupérer l'intégralité des sommes. Une fois toutes ces étapes passées, je dois quand même vous dire un mot d'une autre procédure qui est la procédure de surendettement, puisque dans le cadre du recouvrement des sommes et notamment des loyers impayés, la procédure de surendettement peut faire obstacle au recouvrement. Alors la procédure de surendettement, c'est une procédure qui a été créée pour permettre à des débiteurs qui seraient dans une situation financièrement compromise de retrouver une situation un peu meilleure. Alors cette procédure de surendettement, elle est assez simple, il suffit pour le locataire, votre ancien locataire, de saisir le juge, la Banque de France, qui par l'intermédiaire de la commission de surendettement peut imposer certaines mesures. Alors ces mesures, elles ont plusieurs formes. Ça peut être un moratoire, c'est-à-dire que pendant une certaine période, vous ne pourrez exiger aucun paiement. Le but de ce moratoire, c'est de permettre au locataire d'améliorer sa situation financière, notamment en retrouvant un emploi. Deuxième mesure qui peut être imposée, c'est un échelonnement de la dette. Dans ce cas-là, je vous précise que le bailleur ou l'ancien bailleur est prioritaire par rapport aux autres créanciers pour le paiement de sa dette dans le cadre de cet échelonnement. Et enfin, troisième mesure qui peut être imposée par la commission de surendettement, et c'est un peu la mesure la plus radicale, puisque c'est ce qu'on appelle juridiquement le plan de rétablissement personnel, et en des termes un peu plus simples, l'effacement des dettes. C'est-à-dire que la commission va imposer un effacement total des dettes subsistantes, vous ne pourrez plus réclamer le paiement d'aucune de ces sommes. Dans ces cas-là, et peu importe la mesure qui est imposée par la commission de surendettement, vous avez la possibilité de contester ces mesures dans certains délais, alors qu'ils sont des délais assez courts mais qui vous seront dans tous les cas rappelés par la commission de surendettement. Et moi je vous invite très fortement à contester ces mesures, puisque si vous ne les contestez pas, et notamment dans le cas d'un effacement des dettes, il s'agit de sommes que vous ne reverrez plus jamais. Donc vous l'aurez compris au regard de ces développements, et comme je vous l'ai indiqué dès le départ, il est nécessaire de réagir vite et surtout d'être au fait de l'ensemble des démarches et des étapes que vous pouvez suivre pour parvenir d'une part à récupérer votre logement et d'autre part à récupérer les sommes dues par le locataire, étant rappelé, comme je viens de vous l'indiquer, que le but est de récupérer, alors si possible, l'intégralité des dettes, dans le meilleur des cas, la plus grande partie, et malheureusement parfois, ça se révèle très difficile, et c'est pourquoi il faut réagir très vite. Une fois que vous aurez mis en œuvre l'ensemble des étapes qu'on vient de vous exposer, vous avez en main toutes les clés pour parvenir à ces objectifs de la meilleure façon possible.